Non, je te laisse. Bon, c'est pas tout. Bon, choisis une place. Moi, je vais m'asseoir. T'as fini ou pas? Vas-y, viens faire ta En fait, je vais les m'asseoir parce que j'ai mal. Ok, d'accord. Bon, Pierre, Oui. moi personnellement, attends, alors déjà on va changer les noms. Donc pour information, s'il y en a qui reviennent, on est toujours en live de la NoCode. La grande journée de Code France, grande journée qui rassemble 200 personnes pour parler de NoCode, Low-Code, IA, Vibe Coding, toutes ces questions-là. C'est un événement communautaire, on n'est pas là pour vendre du business, on est là pour partager des informations. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le live Twitch de l'événement où on fait venir à la fois les gens qui font cet événement et les gens qui sont venus faire des conférences. Donc, voici le programme qui a eu lieu toute la journée. Et là, on en est sur la dernière ligne droite. Ici, Pierre Trouvé, j'ai mis des 1 et des 0. Parce que ça veut dire que c'est un codeur. D'ailleurs, vous voyez. Mais tu sais ce que tu as écrit là ou pas? Il y a une tête de codeur. Oui, je sais ce que j'ai écrit. 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai mis 8 déjà, donc ça c'est bien. Oui, c'est du du 8 bits, c'est plutôt radio. C'est le T. Mais bien sûr, maintenant, il va marquer 15 heures. Et donc, Il a j'ai pas mis, été alors, interviewé, lui. c'est 1. Qui a fait ce programme? Attendez. Là, Regarde c'est pas de ça. plomb là encore là, c'est quoi ça? Il est nul ce programme. Je vais mettre en rouge. Ça se voit que les chiens sont occupés du programme. Voilà. Ça, c'était là, en fait. Ridicule. Voilà, et si. Pierre, il était là, mais Pierre, c'était l'intervieweur. L'intervieweur, si vous comprenez rien, c'est normal. Voilà, donc on l'aime Pierre, on l'aime beaucoup. Grâce à Pierre. Ne donnez jamais un paperboard à Julien. Voilà. Et donc voilà, j'ai écrit en octet, je ne sais pas quel chiffre j'ai écrit en octet, mais. Fait 103, je crois. Ah voilà, ça c'est un bon Attends, il va calculer connard. ta tête de L'octet, il l'a dit avec Captain Bart. Non, je l'ai calculé depuis tout à l'heure. Ah, même pas en plus. Si, c'est ça. Ah bah ça, il y en a un qui dit c'est pas valeur 103 en binaire. T'as un copain là. Ah ben, Voilà. Voilà. Je sais pas ce que c'est en ASCII, par contre. Pas ce niveau de passion. En hexadécimal, mais c'est non. Non, c'est pas vrai. En dex quoi? En hexa, ouais. Ouais, t'as dit quoi? Ah, en ASCII. Ah, en ASCII. Un ASCII pour faire les dessins. Ouais. Ouais, c'est tout ce que je connais de l'ASCII. À peu près. C'est ça, de l'ASCII. C'est ça pour faire des dessins. Ouais. Bon, alors Pierre, on ne te connaît pas trop dans la communauté. Ouais. Tu es venu faire une conférence ici, c'est super sympa de ta part. De qui tu es, de quoi tu as parlé, raconte-nous un petit peu tout ça. J'en sors juste là, de la conférence. Ouais. En gros, l'intitulé, c'était en gros au milieu du no-code, low-code, full-code, comment choisir sa stack Tu technologique. peux regarder par là, c'est la caméra. Voilà. C'est donc en gros comment choisir la bonne stack en prenant en compte à la fois les enjeux du produit qu'on veut réaliser, les outils du coup qu'on va vouloir chercher et l'équipe qui va le faire surtout. Je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que la finalité c'était de dire qu'il valait mieux une équipe enthousiaste sur une stack non optimisée qu'une équipe qui prend pas de plaisir sur une stack où quelqu'un nous a dit c'est ce qu'il faut utiliser, c'est à la mode, c'est parfait, ça fera tout ce que tu veux, et d'essayer de rendre ça un peu plus méthodique en prenant en compte ce que j'ai appelé les C, quoi, C360, caractère, compétences, conformité, collaboration, confort, coût, etc. Plein de mots qui permettent Ça, d'aborder. c'est un framework que qui existe déjà ou Ah non, t'as que j'ai créé? complètement inventé pour le Ok, coup. d'accord. Ok. Et j'avais même fait un logo, mais bon, je ne suis pas allé jusque-là. Mais voilà, qui est vraiment l'idée de vraiment essayer de regarder l'ensemble. Et quand je dis l'ensemble, c'est donc ce que je disais, produits, outils et personnes. Et quand je dis les personnes, c'est pas seulement ceux qui vont réaliser, mais aussi ceux qui sont à la MOA, la MOE, l'intégralité des gens qui sont là. Prendre en compte et leur caractère, et leurs compétences, et leur appétence, leur envie de bosser ensemble, au contraire d'être plutôt, dites-moi ce que je dois faire dans mon coin, je préfère ça. Accepter tous ces caractères pour ce qu'ils sont et essayer de construire et une stack et une méthodologie et une feuille de route qui matchent tout ça. Parce que ma vision, c'est qu'un produit, c'est pas une maison à construire, c'est un voyage à faire. On est un équipage et cette première partie qui consiste à construire son bateau, vraiment le navire qui va nous accompagner pendant des semaines, des mois, des années, soit quelque chose où on soit heureux d'y être et en prenant en compte voilà, les compétences. Ça appétences, me parle beaucoup. Alors, moi, c'est sur la partie Airtable. Ouais. Moi, je mets beaucoup d'accent sur l'énergie positive qu'il doit y avoir vis-à-vis d'un projet. Et généralement, c'est pour remarquer les équipes métiers. J'essaie de mettre d'être très réactif en début de projet pour que les gens sentent qu'il y a du répondant et les choses se font. Et ce côté dynamique et positif, c'est des choses où je pense que c'est ce qui fait défaut à 90% des projets IT, qui fait que c'est une contrainte, c'est très négatif, il y a un impuré négatif partout.
et à la fois des gens qui doivent faire le projet, des gens qui le subissent, de par le montage, ou qui, typiquement, ce n'est pas les gens qui ont les besoins, qui payent, et donc en fait, indirectement, les projets sont mal foutus. Ouais. Finalement, ce n'est pas les gens, c'est généralement le projet qui est mal foutu. C'est ça. Il faut réfléchir à ce que tout ça soit fait pour que chacun ait un intérêt et que naturellement les gens aient envie de faire les choses, et quand c'est plus naturel et que ça marche mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça marche, par exemple, parce que tu parlais d'embarquer les gens là-dessus. Moi, c'est tout bête, mais j'utilise énormément le nous. Je dis pas je et tu fais ça, mais c'est le nous sur ce qu'on veut arriver. Et c'est effectivement d'aller chercher le plus dur à faire, c'est d'être sûr que tout le monde soit aligné sur le fait qu'on veut que ça marche. À partir de l'instant où il y a une confiance qui est installée à ce niveau-là, on sait que les décisions qui vont être prises, elles sont pour le produit, elles sont dans l'intérêt du produit et pas de son confort personnel. Et ça se prouve par des attentions, par de la curiosité, énormément. J'essaye de mettre en place beaucoup je ne retrouve plus le mot pas de contrepartie, mais de réciprocité. De réciprocité. Moi, à côté deal, tu fais un truc et je fais un truc et on est OK pour cet équilibre-là. Il n'y a pas de hiérarchie, on a juste des points de départ différents et on va s'apporter des choses différentes. Nous, du coup, on travaille sur plein, donc peut-être pour me présenter rapido, j'appartiens à une boîte qui s'appelle Matters. Je suis tech lead et project lead là-bas depuis 2011. Comment t'écris ça, Matters? MA2TERS.tech. Matters.tech. Voilà. Et le temps qu'on partage, du coup, donc c'est une boîte qui historiquement faisait beaucoup de delivery, full code et tout ça. On a rajouté vraiment la composante produit depuis 10 ans où on accompagne sur tout le produit au sens large. C'est quoi ta cible, qu'est-ce que tu veux atteindre, c'est quoi tes valeurs, tes objectifs, sachant qu'il y a des personnes avec qui on interagit et notre résultante, c'est vous n'avez pas besoin de nous. Là où vous en êtes, vous avez besoin d'un Excel et c'est tout. Et on se reparle dans 2 ans quand tu auras un truc en plus. Donc vraiment cette logique, parce qu'on veut que ça marche, on est des artisans. Je n'arrête pas de le dire, on est des artisans. Notre matière première, c'est le code. Veulent le travail bien fait. C'est ça. Au coup juste. Quand tu sais que tu ne vas pas faire le travail bien fait, tu dis juste, c'est pas le moment. Oui, c'est pas petit en termes de coût de dire, voilà. Il n'y a pas de ROI. Il n'y a pas de ROI à ce qu'on travaille. Oui, c'est ça. C'est de dire, peut-être 2 ans, on se reparle, mais pour l'instant, votre point, c'est pas d'avoir une super app qui tue l'amour et tout. Un Excel suffira et donc faites autre chose et tout. Donc, ces 2 composantes à la fois de conseil et de réalisation derrière, c'est un peu ça qu'on a. Et on est vraiment dans une logique, on n'envoie pas des personnes chez le client qui va passer 3 mois et qui va être de la main-d'œuvre. On est vraiment sur une logique, on reste chez nous déjà. Les clients viennent chez nous aussi de temps en temps. Et voilà, on essaie vraiment de dire en place. On voit plein de projets différents, donc je regarde un peu comme ça, je sais ce dont quoi j'ai le droit de parler. Là, il y a des grands groupes, comment ils c'est intéressant de voir comment. Très souvent, c'est des grands groupes, mais c'est une petite équipe. Par contre, on est en face, on a des interlocuteurs très identifiés. Et c'est que les gens de l'innovation Alors, c'est beaucoup de ça, mais pas que. Ça peut être sur les choses, mais on va dire c'est l'innovation. En tout cas, on essaye d'avoir un nombre d'interlocuteurs limité. C'est pas toujours le cas. Parfois, ils ne peuvent pas faire une réunion sans qu'il y ait la moitié de la boîte dessus. Mais en tout cas, sur le daily basis, on essaye vraiment d'avoir des personnes avec qui on peut instaurer une relation de confiance, avec qui on peut poser des modalités de notre collaboration en disant là-dessus, il faut qu'on soit sérieux et là-dessus, on peut se permettre de déconner. C'est-à-dire que pas de sacraliser, pas de dogme, qu'est-ce qui nous correspond à nous. Et c'est pour ça, encore une fois, que je prends beaucoup cette image du bateau. Quand on est sur un bateau, tant qu'on est d'accord là-dessus et que ça marche bien, on s'en fout de savoir s'il faut ranger la voile à cet endroit-là ou à cet endroit-là. On est un équipage avec ce client-là, on veut aller jusqu'à destination, on a un cap, on veut aller jusque-là. À partir de là, ce qui est important à chacun est important, ce qui est important aux autres, au dogme, à la bonne pratique, à la bonne truc et tout comme ça, c'est uniquement ce qui nous sert. Pas de sacralisation, du bon sens, et à partir de ça, on arrive à établir des relations de confiance qui se passent très très bien. Et qu'est-ce que, par exemple, tu as des exemples de projets qui sont mal passés et dans quelle mesure ce que vous mettez en place aurait pu résoudre certaines problématiques qui auraient fait que le projet se serait bien passé? J'ai du mal à… Il y a… Attends, je réfléchis un peu sur ce que je peux dire et pas dire. Oui, mais… Société de nom, quoi. Sur quel point, est-ce qu'il y a des points récurrents sur lesquels vous avez… Il y a peut-être des points récurrents où là, systématiquement, il y a un problème et de la façon dont vous l'abordez, ça résout le problème ou ça… Voilà. Dans la pratique, où est-ce que ça apporte un changement réel en fait? Quand c'est humain, on essaye déjà de montrer que l'ego n'a pas trop sa place ici de manière générale, puisque en fait, quand on veut tous aller sur le projet, il n'y a pas de guerre de chapelle. Il y a ce côté que on essaye de découper beaucoup. Vous essayez de faire que les gens arrêtent de prendre des postures particulières et peut-être juste expriment concrètement leurs enjeux par rapport au projet et donc que ces enjeux soient réellement intégrés dans la façon de faire les choses. C'est ça.
En fait, ce que j'essaye de faire aussi, c'est surtout de découper quelqu'un qui va me dire, par exemple, moi, je crois fondamentalement dans cet outil. Je vais lui demander, il y a quoi dans cet outil ou vraiment fondamentalement, ou dans cette méthode. Moi, c'est du Scrum, c'est du Scrum et c'est du Scrum. Mais pourquoi c'est du Scrum? Parce que et tout ça et tout. Mais tu fais aussi la partie rétro, tu fais aussi la partie truc. Non, moi, ce qui compte, c'est les stand-up au début. Mais à la limite, on garde que les stand-up du coup. Ah oui, moi, ça m'irait et tout. En fait, de manière générale. C'est la médiation quasiment. C'est de la médiation et c'est en fait le fait que beaucoup de choses sont considérées en package indissociables alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et c'est là aussi où je parle de réappropriation. Et parce que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de méthodologies, de frameworks qui sont des globaux et en fait, les gens. Qui ne sont pas compris. Oui, et puis que surtout, les gens, il y a ce côté tout ou rien, alors que non, toi, ce qui t'intéresse, c'est tel truc et tu te rends compte que c'est ça qui apporte de la valeur. C'est ça. Le reste, tu pourrais t'en détacher. Mais peut-être que comme tu es attaqué, limite en contre-attaque, tu restes très fixe par rapport à ton périmètre. Quoi. Mais ça, globalement, en fait, c'est juste s'assurer, enfin, c'est des choses de communication globale, mais de s'assurer que l'autre soit entendu, quand dans tous les cas, son besoin, sa valeur n'est pas illégitime, qu'elle va être respectée. J'avais travaillé avec un collègue qui disait, moi, tester mes fonctionnalités, ça m'emmerde. Ce à quoi j'ai levé un petit sourcil sur l'instant, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ben, comment on l'intègre à l'intérieur? C'est-à-dire, on va placer. Mais au moins, c'est honnête. Non, mais c'est ça. C'est ce côté d'arrêter les postures, déjà concrètement, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, et on voit comment faire. Non, mais c'est ça. Et de dire, là, je prends un cas extrême, mais c'était le fait de dire, très bien, dans ce cas-là, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Il y a quelqu'un qui est bien testé, écoute, il passe derrière. Peut-être que lui, au bout d'un moment, il va dire, mec, ça fait 6 fois que l'écran ne s'affiche pas quand je fais le truc. Voilà. Mais en tout cas, on propose, on essaye, on itère. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien donner l'exemple de l'agile de manière générale, qui est de dire, quand on a bien compris l'agile, entre guillemets, le Scrum, le Kanban, ce qu'on veut, c'est des points de départ. Et c'est très bien parce qu'ils ont été éprouvés, ils sont intéressants. Moi, je connais rien. Moi, j'ai arrêté tout ça, j'ai fait que du Kanban. Ouais, c'est ça. Mais c'est des. Parce que, ok, d'accord. Parce que c'est un expert. Ok. Mais voilà, c'est des points de départ et ils sont bien parce qu'ils ont été éprouvés, ils proposent des choses intéressantes, mais ils doivent considérer pour ce qu'ils sont des points de départ. Et dès l'instant où on refuse de faire quelque chose où on serait tous d'accord pour se dire que c'est mieux par dogme, c'est là où on se perd un peu et où l'humain passe au second plan. Et donc, ça se met en donnant de la légitimité à une objection, en célébrant la faute de manière générale, mais ça, c'est déjà conseillé par les méthodes agiles, et juste de dire, OK, est-ce qu'on est content de tous se parler en stand-up et tout? On essaye, c'est le principe de la rétro, hein, on essaye de virer le stand-up. Ah putain, ça servait bien le stand-up là-dessus. On le remet, ou on le remet pas, ou on le fait un jour sur deux. Mais on ose, on essaye, mais on est dans une démarche consciente de dire, on essaye, dans 2 semaines, on s'en reparle. Alors ça, pour le coup, c'est du pur Scrum rétro et tout, mais voilà. Mais de remettre l'humain dès l'instant où on sait qu'il y a une démarche sincère, que ça marche. Ce qui est peut-être le plus dur à obtenir. Mais on apprend en marchant, on apprend en se cassant la gueule aussi. Ouais. C'est trop intéressant, mais tu es obligé de rester. Mais voilà, donc globalement, j'essaie de remettre cette démarche à tous les niveaux, y compris technologique, y compris au niveau des relationnels et tout. Par des blagues, par de la réciprocité, je fais toujours en sorte, moi j'ai un profil senior du coup, mais je fais toujours en sorte que le junior avec qui je travaille puisse m'apprendre quelque chose. Et donc, toi, tu viens de ce monde du Scrum Master et compagnie à la base? J'y suis passé, en tout cas. Okay. Moi, mon parcours, il est connais rien de ces... mon parcours, il est un peu particulier parce que je suis rentré en tant que dev, entre guillemets, et le projet a explosé d'un seul coup et je me suis retrouvé à la tête de... Où ça quand tu étais... Amateurs. Okay. Donc, quand je suis arrivé, on était sur un projet qui s'appelait Ubico à l'époque, qui est cité ici. Et on était 2-3 au début, et en 2 ans, on s'est retrouvé 35. Et donc, j'ai dû apprendre un peu à la dure parce que j'étais directeur de ce projet-là. Du coup, on a monté en squad, on a utilisé un peu les trucs de Spotify, là, les chapitres, les squads et tout ça. Et moi, j'avais une connaissance du métier qui était trop haute par rapport au reste de l'équipe. Donc, du coup, je parlais avec évidence de choses qui ne l'étaient pas du tout, ce qui pouvait créer des décalages, qui pouvait créer des frustrations et tout. J'ai fait beaucoup d'erreurs à cette époque-là, mais j'ai appris. Mais d'essayer de mettre en place, du coup, des choses pour correspondre à ça, des logiques de binôme. Si tu as une question, tu la poses à ton binôme. S'il n'a pas la réponse, vous venez tous les deux, je vous explique à tous les deux. Comme ça, il n'y a personne qui est humilié, entre guillemets. Il n'y a personne qui se sent non sachant et tout ça. Et d'essayer des choses comme ça à droite, à gauche. L'idée, c'est juste de dire tout point de départ est légitime. Tu n'es pas en défaut quand tu arrives sans savoir ça. C'est juste qu'on va trouver les aménagements pour amener ce qu'il y a besoin. Et donc, oui, on est allé chercher dans ces méthodos, dans Scrum et tout ça. Moi, Scrum, ça m'emmerde, qu'on soit honnête, mais c'est pas grave. En fait, je veux dire, ça sert au reste de l'équipe. Là, je fais un crochet, mais le chef de projet est au service de son équipe et pas l'inverse. Donc, c'est lui qui adapte un peu ses méthodos et ses trucs pour proposer un environnement confortable. Et donc, voilà, on est allé puiser là-dedans. On a fait du Kanban au bout d'un moment parce que essayer de tout faire entrer dans un sprint, ça ne correspondait pas. Puis quelqu'un m'a parlé des sprint goals. Quand tu parles de Kanban, c'est un Kanban? Oui. C'est Kanban. Oui, c'est ça.
Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Le principe fondamental du Kanban, c'est d'être à flux tiré plutôt qu'à flux poussé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la répartition de notre charge de travail entre conception, réalisation, test, livraison, elle va se faire par rapport à la fin. Ça vient des usines Honda ou Toyota, j'ai un doute, qui se retrouvaient toujours avec un surstock pas possible parce qu'il n'y avait pas de gens pour acheter en face. Oui. Et donc, en gros, le principe, c'est d'être à flux tiré, c'est que c'est la fin qui définit où est-ce qu'on met son effort pour assurer un écoulement qui est fluide. Donc, tu attends qu'il y ait le besoin avant de démarrer quelque chose? Tu l'anticipes quand même un petit peu, mais ta métrique, c'est en tout cas de vérifier ça. Donc, tu ne fais pas des features qui servent à rien, c'est ça l'idée? Alors, tu ne fais pas de feature qui ne sert à rien et surtout, tu mets pas tout ton effort en développement s'il n'y a personne pour le tester et pour livrer derrière. Et si à un moment, il commence à y avoir un peu des embouteillages, tu déplaces l'effort pour dire, les gars, bientôt. D'abord, on finit de shipper ce qu'il y a à shipper avant de démarrer des trucs. Ouais, on essaye d'anticiper là-dessus, de dire, attention, là, on développe, on a une vélocité de ouf, oui, mais par contre, dans une semaine, on n'a plus rien à faire parce qu'on n'a rien conceptualisé. Donc, c'est en gros de garantir que la rivière, elle s'écoule de haut en bas, voilà, sans éclaboussure et sans pénurie. Quoi. Et là où on va plutôt essayer de mettre une cadence avec le Scrum de 2 semaines en mettant un sprint goal et tout ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce que 2 semaines, c'est la bonne typologie? Est-ce que ça correspond à tout le business? Mais là encore, ça dépend des projets et puis on va trouver un truc entre les deux. Il faut composer, c'est des points de départ. D'accord. Oui. C'est des points théoriques et que tu peux tordre un petit peu selon tes besoins. Tu les tords pas, en fait. C'est parce que justement, c'est considérer qu'on les tord, c'est considérer qu'on a pris des libertés là où on n'aurait pas pu le faire. Ouais. Alors que l'agile, c'est d'aller trouver la méthodologie qui correspond à ton équipe et à ton client et à ton projet, à ton produit. Ouais. Et donc, du coup, ces points de départ-là, ils ne peuvent pas te matcher à 100%. Et donc, du coup, c'est pour ça le terme tordre, il a un côté un petit peu péjoratif, alors que non, c'est une amélioration dans ce cadre. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Ce qui est marrant, c'est qu'avec tout ce que tu as dit jusqu'à présent, pour moi, ça me paraît sensé. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est une des seules agences qui pense comme ça, qui arrive. Enfin, vous n'êtes pas un peu l'exception parce que du coup, là, t'en parles. Ouais. Mais il y a pas mal de gens sur Slack ou avec les gens que j'ai rencontrés en meet-up ou quoi. Des fois, ces agences, c'est vraiment juste brut et ça ne prend pas en compte l'humain, ça ne prend pas des choses normales que tu es en train de dire actuellement, tu vois, de prendre en compte l'humain, de faire pas mal de choses. Ce qui empêche pour le mettre en place, je pense que déjà, c'est qu'il va y avoir dans ces organisations, nous, comme on est sur des partenariats qui se veulent un peu long terme et qu'on est vraiment dans de la collaboration, on se protège moins, si je puis dire. Okay. On accepte de se mettre en risque. Et d'ailleurs, ça aussi, je parlais de caractère tout à l'heure, il y a des gens, ce n'est pas leur caractère de se mettre en risque. Ils disent, non, moi, ce qui fait la validité de mon ticket, c'est le fait que j'ai répondu aux, je ne sais plus comment on appelle ça, les cas de test qui sont dans le ticket et qu'il va y avoir là-dessus. Moi, ce que j'essaye de faire, en fait, je vais caricaturer, mais mon ambition à terme dans l'évolution des méthodes projet, c'est qu'il n'y ait plus de tickets. Okay. C'est-à-dire qu'on ait suffisamment aligné la compréhension métier, qu'on ait aligné les équipes sur ce qu'il faut réaliser pour que le matin, quelqu'un dise je vais prendre le ticket où il faut que j'installe cette porte et ce ticket où il faut que j'installe un bac et ce ticket où il faut que je relie une plomberie par ce matin, je m'occupe de la salle de bain. Ok, donc c'est plus de l'anticipation, de la macro. C'est de la compréhension surtout. C'est le fait de dire à la fin ce que je veux, c'est une salle de bain. Du contexte. Du contexte, un usage, un besoin à la fin. Qui est complètement compris par les personnes, mais ça exige un niveau de seniorité qui est quand même assez fort. Mais en tout cas, d'avoir cette démarche de dire, je veux faire une salle de bain, ok, j'ai compris, donc c'est un endroit. Tu n'as pas eu besoin de me spécifier dans le ticket qu'il fallait que le sol soit résistant à l'eau. Oui, parce que c'est une salle de bain. Mais c'est marrant parce que cette logique-là, c'est exactement ce qu'on est en train d'appliquer sur les LLM. Le fait qu'il y ait un contexte global, qu'il ait vraiment toutes les bases, et après, sur certains petits détails, tu lui files de la doc, tu lui files des exemples, tu lui files des tout à fait comme ça. C'est ça. Moi, je pense l'exemple du sol, mais il y a aussi cet exemple de quand on fait les tickets un peu de manière décorrélée, on a tout bien fait, sauf qu'à la fin, la porte s'ouvre sur la toilette. Est-ce que c'est pas génial finalement de parfaitement avoir compris ce qu'était le métier du client en face et donc de juste faire les outils comme il aimerait pouvoir les faire lui-même sans que ce soit lui qui les fasse parce qu'il n'a pas la compétence technique. C'est ça, c'est en tout cas qu'on en vienne à la finalité de ce à quoi ça sert. Évidemment, j'exagère avec mon absence de ticket. Dans la tête de tes clients, tu fais les outils comme ils en ont besoin parce que tu comprends parfaitement leur business, tu sais comment leur métier. Et ça se fait avec des échanges, ça se fait quand même sur un temps long, on ne peut pas toujours se le permettre. Et quand je dis ticket, c'est vraiment une métaphore puisqu'il y a des besoins quand même de suivi de vélocité et tout ça pour qu'on puisse progresser, bien sûr. Mais l'idée, ce serait d'enlever les intermédiaires, c'est plutôt ça. Les intermédiaires qu'il y a eu entre le besoin exprimé par le client et celui qui réalise. Que ça passe par du ticket, par du découpage, par du… Parce que généralement, les personnes au milieu, ça peut complètement foutre le bordel. On perd l'information. Pour moi, c'est la raison d'être de… Moi, quand je fais du Airtable, je suis en one-to-one avec la personne qui va utiliser. C'est ça. Et pour moi, c'est aussi ça, le fait que… Et d'ailleurs,
mon obsession, c'est de comprendre, de rentrer dans la tête des gens qui sont face à eux et comprendre le business. Point. Je me fous du reste, parce qu'une fois que j'ai compris le business et des problèmes qu'ils ont avec leurs outils, bah, tu peux faire des outils qui leur correspondent. Mais ça déroule, ouais. Et c'est vrai que moi, le problème que je vois avec beaucoup des projets, c'est vrai que old school, c'est beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de panneaux d'information et beaucoup de friction qui font qu'il y a plein de réunions, en fait, juste pour essayer de se mettre d'accord, de comprendre qui. Surtout les validations à N+1, N+2, que ça redescend, que ça remonte. Et que ça... et putain, mais tu as des structures où il y a besoin de ça parce que c'est des grands groupes et que chacun veut. Non, mais c'est pas un peu lourd, ça, je veux dire, avec les. Ah, mais ça ce qui se mais passe ça en fait termes partie du d'innovation, etc. Je trouve qu'il y a quand même des boîtes, vas-y, desserre un peu la corde. Quoi, Oui, mais- Tout à fait, mais c'est dans ce que je disais, dans l'appropriation du caractère de la personne en face, ça fait aussi partie. C'est ça. Si j'ai un grand client qui me dit non, il faut que ce soit carré que vous mettiez sur la livraison, je vais dire pourquoi? Non, déjà, Sur quoi tu as besoin d'être rassuré et tout ça? C'est-à-dire, ben non, j'ai besoin de voir ça, de voir les budgets qui évoluent, de voir comme ces différents départements, j'ai besoin de savoir ce qui a été fait. Ok, donc tu n'as pas besoin du temps passé au ticket. Tu as juste besoin de savoir quelle est la répartition sur les différents business units du temps qu'on a passé. Nous, c'est un peu moins oppressant et on peut faire ça. Typiquement, le pourquoi tu réponds, tu dis pourquoi 2-3 fois d'affilée, généralement, ça met rapidement les gens inconfortables. Oui, complètement. En mode, Parce que rapidement, c'est t'as raison d'être ultime de pourquoi tu fais les choses. Mais ça Il y a implique de beaucoup de gens sortir qui d'une ne zone veulent de pas se confort. poser ce type de questions. Mais ça fait sortir d'une zone de confort, ça fait sortir en fait d'une assise sur laquelle on s'est reposé pendant très longtemps. Et donc, Surtout dans les grands groupes, et parce là-dessus, il faut la que douceur. tu rentres rapidement dans les logiques. Parce que, évidemment, quand tu bosses dans un gros groupe, je sais pas, chez Total, et je sais pas, tu as un peu de sensibilité environnementale, rapidement, si quand tu commences à poser le pourquoi du pourquoi, tu peux plus travailler. Ouais. Donc en fait, tu te crées des barrières mentales, tu es obligé pour survivre. Et donc, tu n'as pas envie de les lever. De se faire via titiller, les pourquoi, tu n'as pas envie ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que nous, qui nous sommes, effectivement, quand tu es je sais pas, freelance, tu as plein de clients, tu n'as pas de blocage, tu as une liberté assez ludique par rapport à ça. Et c'est vrai que dans certains contextes, c'est plus difficile d'aller tirer le pourquoi des choses. Après, par contre, quand je parle de pourquoi, et ça c'est hyper important, ça va être un pourquoi de l'acte, pas de la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre un pourquoi sur une valeur, ça c'est quelque chose qui appartient, ça va être un pourquoi. Sur une action, pour comportement. Voilà, c'est ça. C'est un adage qui n'est pas connu, mais on juge les actes, pas les personnes, mais c'est un peu la même idée. Quand je pose un pourquoi, c'est de dire, là tu m'as demandé est-ce que toutes les documentations soient validées avant que je puisse commencer à travailler dessus. Pourquoi? Parce que j'ai eu une expérience mauvaise avec quelqu'un qui était parti 6 mois dans un tunnel et qui avait fait n'importe quoi. Ok, mais nous, ça change un peu. On va faire des démos tous les 15 jours, on va pouvoir reprendre. Est-ce qu'on s'accorde un peu de liberté en se disant, on essaye en faisant et tout, oui, non, et on avance. Mais ça marche, un dialogue qu'on peut entretenir, encore une fois, et c'est plus dur à obtenir en ayant convaincu la personne en face qu'on était là pour que ça marche, et qu'à partir de là, les questions qu'on va poser, les remises en cause et les propositions sont au service du projet et pas de notre confort. Et pas de l'ego de te dire, tu as exactement. Bien sûr. Ça, c'est fondamental parce qu'il y a plein d'a priori derrière qui arrivent. Ah ben bien sûr. Dès que tu es critiqué. On dit que c'est malhonnête. Oui, c'est ça. Ou que tu veux. Ouais, voilà, ça. Surtout qu'il y a dans les grands groupes, il y a beaucoup de politique et beaucoup de choses comme ça. Tu es toujours en permanence à te dire, putain, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Et ça, on ne peut pas grand-chose malheureusement. Non, et c'est là aussi où tu as la valeur en étant externe aussi parce que tu sais que bon, tu n'es pas. Tu vas être payé, enfin, tu veux juste faire bien ton boulot et bien être payé. Quoi. Et donc, ça relève, ça te permet d'enlever un petit peu ces couches de jeu et de posture. Mais c'est pas ça. Sinon, j'en fais un jeu. C'est-à-dire que si jamais il y a une contrainte qui est indéboulonnable, parce que politique, parce que un truc comme ça, j'essaye de le gamifier. C'est-à-dire de dire, bon, ok, les gars, il faut qu'on donne ce rapport à la fin de la semaine à chaque fois. On tire à courte paille, qui sait qui doit s'en charger. On essaye de placer un mot rigolo caché à l'intérieur. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais l'idée de le gamifier un peu pour créer ça change une union d'angle le truc et ça. Les gens vont se comporter différemment. Parce qu'en fait, un tiers qui est négatif et en tout cas qui n'est pas dans la collaboration peut devenir un point d'union pour ceux qui sont en face en fait. Et moi, je sais que j'avais à une époque… C'est le principe du barbe. Ouais. Et à une époque, la boîte, une des boîtes pour lesquelles on avait travaillé avait beaucoup verrouillé les développements et tout. Et ben moi, je m'étais beaucoup rapproché des petites mains. J'allais voir toutes les semaines pour aller dire, bon les gars, on nous a interdit de faire des grosses fonctionnalités, je peux pas vous faire un truc là qui vous arrange un peu, mais d'essayer de recréer un lieu de collaboration et un lieu de trucs comme ça. Après, parfois, c'est impossible. Hein. Mais dans l'idée, beaucoup de transparence, pas d'ego en disant ça, je sais pas faire. Ou ça m'emmerde. C'est dur pour les gens. Non, mais c'est dur parce qu'on se dit qu'on va être jugé et tout, mais c'est aussi le travail des seniors d'arriver à poser ce contexte-là où j'ai pas envie de faire parallèle avec un autre domaine, mais il y en a beaucoup au niveau du consentement et tout, mais vraiment cette notion de dire
tout ce que tu dis a de la valeur, est légitime. C'est pas parce que ça vient de toi plutôt que d'un article que c'est pas légitime. Et globalement, tu seras écouté, tu seras pas jugé. Tu peux me dire les choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, et voilà, et ton nom sera célébré parce que ton nom est tout autant de... alors j'ai complètement déporté, mais vous comprenez l'idée, parce que c'est tout autant de scénarios que je n'ai pas à faire. Tu m'as précisé un cadre que tu préférais, ça fait que moi, je l'ai composé avec beaucoup moins de cadres pour aller faire ça. Ouais, c'est sur le côté d'accepter. Moi, par exemple, avec les clients finaux, notamment quand je discute liés aux produits que j'ai fait, je leur dis, si ça ne te va pas, c'est ma faute à moi. C'est pas toi qui es pas assez intelligent, parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de devs qui disent non, mais c'est parce que les utilisateurs sont débiles ou comme ça. Moi, non. Moi, je leur dis, un peu quand même, hein. Non. Moi, je leur dis, si c'est pas adapté, si ça marche, j'ai pas intégré ta maturité sur le numérique, j'ai pas intégré. Donc, n'hésite pas à me dire quand tu n'es pas confortable ou tu n'as pas compris. C'est ma faute, c'est à moi d'intégrer ces choses-là. Et le fait de mettre ce cadre-là où il peut tout remonter et il ne sera jamais critiqué pour ça. Bah, ça permet aussi les gens de les libérer par rapport à ça. Et puis, même là, tu as dit, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Ce qui sous-entend qu'il y a une faute. Alors, mais tu vois ce que je veux dire. Je leur dis comme ça, mais moi, je ne le conçois pas comme ça. Je dis, envoie-moi tes feedbacks. Quoi. Exactement. Mais on veut tous les deux que ça marche. Comme je ne suis pas dans ta tête, j'ai besoin que tu me dises ce qui va et ce qui ne va pas. Et surtout, il y a ce côté que il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça va. En fait, ça ne va pas. Dis-moi que ça ne va pas. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Et c'est pour ça que j'aime bien ce côté, tu vois, dans le code où on va par petite itération, c'est que tant que ça va, tant que ce n'est pas en régime de binal, on ne passe pas à la suite. Tu vois, ce côté, laissez faire. Petite itération, on atteint le régime de binal, ça va, tout le monde est OK, on passe, on itère par petites étapes comme ça, où on trouve des points d'équilibre progressivement sur l'outil quand on développe. Tu vois. Des validations intermédiaires. Oui, ça va être ça. Dans ton jargon à toi, ça va être ça. Oui, c'est ça. Parce que moi, je n'ai jamais fait, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est du pragmatisme. J'ai trouvé mes propres méthodes pour être confortable et faire des trucs qui fonctionnent et que les gens soient satisfaits en face des outils. C'est que ce dont j'ai envie de faire. Et donc, finalement, on reprend un petit peu les mêmes approches, que ce soit avec les clients ou toi avec les équipes métiers, en fait. Ou même interne. Ou avec les clients aussi pareil. Parce que l'objectif, c'est quelles sont les clés du succès d'un projet IT. Exactement. Où on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de taux d'échec. Et on essaie de trouver les trucs qui font qu'il y a moins de taux d'échec. C'est un petit peu ça aussi. Tout à fait. Il y a plutôt des bons résultats là-dessus d'ailleurs, mais ça vient de ce truc-là de ne pas se tromper de cap. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Tu as vu d'autres boîtes ou tu as rencontré des gens qui faisaient ça ou des Américains? D'où te sort cette idée de bosser sur cette thématique-là? Alors, il y a le fait que déjà, mon stage, je l'ai fait dans un grand groupe. Et partant de là, je me suis dit plus jamais. Justement par ces validations N+1, N+2, N+3. Et globalement, c'est ce côté très humain justement qu'on a eu. Et le fait de m'être retrouvé avec une taille qui a augmenté très très vite, avec justement des personnes qui étaient là, c'était d'aller un peu chercher ce truc-là. Globalement, on va le faire simple, j'ai horreur du conflit. Donc du coup, je vais quand même... Du coup, à partir de là, je fais en sorte que ça se passe bien. J'ai aussi horreur de l'injustice au sens très large. C'est-à-dire le fait que il y a eu une incompréhension, du coup, quelqu'un a été quelque chose qui s'est pas passé. J'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de transparence. Ma boîte me le propose, c'est-à-dire que je n'ai pas menti à un client. Et ça, c'est du travail en amont. Ça se voit si jamais sur du long terme, si tu caches des trucs et qu'à la fin ça explose, en mode mais en fait depuis le début on l'a foutu à l'envers. C'est horrible. En fait. Non, parce que moi je pourrais pas vivre avec. Et puis globalement, c'est parce que c'est juste plus rentable en fait sur le long terme. Il y a plein de boîtes qui fonctionnent comme ça, qui font que du scam et ça marche mieux, mais au bout d'un moment c'est très court terme. En fait. Non, ça se voit. Et là, c'est vraiment le côté de dire on va s'amuser ensemble. Après, là encore, moi c'est mon caractère. Tu me dis, là je vais te parler pendant 3 heures de faire du tricot. Mais je t'écoute, mec, ça me passionne. J'ai envie d'apprendre des nouveaux trucs. Et tout, c'est avec toi d'ailleurs. Non, il y a une fille qui bossait sur la forêt. Je dis, mais la forêt, c'est génial. Tu es experte en forêt, mais même sur LinkedIn, parle-nous de forêt. Enfin, on va découvrir des trucs. Quoi. On va découvrir des mondes. Plein de nouveaux trucs et tout ça. Et ça, j'aime beaucoup et tout. Et puis les personnes qu'on a en face. Et puis, on peut aussi apporter, comme tu dis, c'est pas commun en fait ce type d'interaction qu'on peut avoir sur lequel on se sent à l'aise et on peut déconner sur des trucs et tout, alors qu'on est dans une relation client-prestataire. Et c'est aussi une respiration pour les gens en face, en fait, de proposer ce cadre. Et pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que si je tombe sur quelqu'un qui a assez peu de... Tu sors une blague, il y a un rectus et ok, je respecte. Moi, ça me rend malheureux. Mais c'est pas grave. On s'adapte par rapport à ça. Nous, on a la chance justement d'être un petit nombre et de pouvoir s'adapter. On prend en compte ces caractères-là.
Mais ouais, on est en train de faire un voyage ensemble, on est en train de bâtir un truc ensemble, c'est trop cool. Faisons en sorte qu'on soit heureux de le faire, quoi. Donc, mais c'est fou que tu arrives à le faire avec quand même des gros. Et en gros, c'est beau. Hein. Ouais, comme disait Julien, nous c'est plus simple parce que moi je sais que ma cible c'est plus des indépendants ou dans 5-10 employés. Généralement tu as 1 voire 2 interlocuteurs. Ouais. Mais nous c'est un peu plus simple de rentrer en mode limite à côté. Tu vois. Mais ça reste, le problème il est sincère. Généralement tu arrives, tu as un vrai problème. Ouais. Et donc tu résous du concret. Dans les grands groupes, parfois tu as des projets, ils ont été lancés, mais personne ne veut le faire. C'est juste parce qu'il y a un tel, c'est son enjeu de dépenser de l'argent et tout ça. Donc tu vois, quand le projet en lui-même, il est mal ficelé et qu'en fait, il est fait, mais personne n'en a besoin. C'est là où c'est aussi difficile, tu vois, de trouver que les gens aient d'énergie sur un truc où finalement… C'est là où il y a la partie gamification, j'ai envie de dire même un peu la partie narrative qui est derrière. C'est-à-dire que là, je pense que c'est là où l'imagination trouve un peu toute sa puissance de dire… Tout ça, ça n'a rien, tripon. Non, mais l'imagination dans le sens… moi, je trouve que l'imagination, c'est l'une des plus grandes qualités dans ces deux sens, c'est-à-dire à la fois l'imagination telle qu'on l'entend habituellement, mais aussi capacité à mettre en image. Ouais. C'est-à-dire à se projeter et à pouvoir tourner autour en disant « Ah putain, ça grince un peu là, c'est ton truc ». Mais globalement, d'arriver à dire comment j'arrive à rendre ça marrant, bon, ben, des fois, c'est rire du malheur, entre guillemets, mais ça va être… essayer de trouver ce qu'on peut y trouver là-dedans, mais ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Mais ouais, quand c'est du grand groupe, après, même si c'est du grand groupe, c'est des humains qui sont derrière. Hein, mais ils sont un peu plus formatés que. Ils sont un peu plus formatés, mais oui, clairement. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est d'aller dire de quoi vous avez besoin. Et nous, c'est ce qu'on a fait sur le projet dont je parlais tout à l'heure, des actuaires dont je parlais en conférence, c'est de dire ça, on a besoin que ce soit carré, que ça soit carré et tout. Ok, on va être carré là-dessus. Du coup, est-ce que c'est un peu de flexibilité pour qu'on fasse notre truc, quoi. En fait, non, c'est en les rassurant sur ce qui va être fourni de manière précise et de manière contextuelle. Il faut rassurer. Il faut montrer. Il faut prouver. Tu as souvent très peur dans les boîtes. Non, mais c'est ça. Les salariés ont peur. Ils ont peur d'être virés. Ils ont peur de beaucoup de choses. Et lever des peurs, généralement, ça aide. Non, mais c'est ça. Rassurer, proposer le cadre, encore une fois, rassurer. Et puis, réassurer sur le contexte. Et puis, il y a aussi il y a un peu de stratégie là-dedans. Je vais donner un exemple tout bête, mais quand on démarre un projet, pendant très longtemps, nous, on a été pragmatique. Première semaine basée sur l'authentification, les liens et tout ça. Et puis après, on commence à rajouter le métier. Maintenant, on met le métier première semaine. On sait qu'on arrivera à faire une authentification, il n'y a pas de problème. Mais de montrer de la valeur ajoutée tout de suite, de la spécificité tout de suite et tout. Et no code, low code, évidemment, ça simplifie un peu ces choses-là parce que c'est intégré. Mais… Alors, on parlait des MVP. Vous avez ces logiques un peu des MVP avec du low code, no code. Et ensuite, parler des thématiques plus contraintes métiers, cybersécu et tout ça. On parlait de ça avec le gars de La Poste. Où finalement, limite même pour tes specs techniques et fonctionnels, en fait, si tu as le MVP, tu as le MVP, c'est bon, elles sont faites, tes techs, tu as juste à faire du copycat de ton code. Nous c'est vrai que là-dessus, on va essayer d'assez peu jeter, entre guillemets. Donc là, typiquement, quand on fait le choix de la stack technologique… Malheureusement, pas de souci. J'ai un groupe après. De la stack technologique, je finis avec ça. Sur la stack technologique, on va quand même regarder typiquement si l'occasion, ce sera intéressant qu'on te fasse revenir sur un live, je trouve ça super intéressant. Carrément. Mais tu peux prendre un créneau sur Twitch. Tu peux, hein. Ouais, si t'as du temps libre. Ah, vous me dites, il n'y a pas de souci. On streamer, toi, on stream. Sur Pod France. C'est pas ces sujets-là. Tu mets n'importe quel créneau. Si t'as des dispos. Vous me direz comment ça marche. Mais oui, carrément. On va regarder ça. Mais ouais, du coup, regardez si par exemple c'est agrégé données de santé, par exemple, ou que le fait que ce soit stocké et tout. On va regarder ces contraintes-là, ce que j'appelle l'éliminatoire. Mais même dans le low-code, il y a des choses, des technos qui permettent d'avoir ce type de… Oui, c'est ça, ne serait-ce que d'exporter le code et tout. Mais donc, on essaye de faire en sorte que ce n'est pas une date de péremption quand on fait le choix d'une stack technologique. Moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup back full code, front no code. WeWeb, en l'occurrence, qui propose une liberté pas trop douloureuse quand je sors. Non, en full code, en back. On fait notre API parce que… Mais ça vient de notre passé, de notre caractère aussi. On garde notre liberté là-dessus et on fait des sujets un peu complexes. Et voilà, donc oui, on fait des MVP dans tous les cas. On fait des MVP et c'est pas pour le remplacer par autre chose derrière, c'est pour l'étendre. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Pierre. Dernière chose, la signature. Il faut venir signer avant de partir. Je vais faire ça. Voilà. Merci à vous. Au plaisir de te faire soit intervenir dans un de live, soit. Carrément. Voilà, de parler de ces thématiques-là ou de montrer un peu plus dans le concret ou des cas d'usage. Parce que c'est toujours. Je pense que c'est un point commun de ce côté de faire de
À partir du moment où tu as suffisamment pour manger, tout ça, tu veux juste bien travailler. Quoi. Le côté artisanal. C'est notre quotidien, on veut être heureux sur ce quotidien. Ça se crée. Voilà. Allez, Merci beaucoup. merci beaucoup.